qu'est-ce qu'il connaît aux femmes, Harry Potter? Rien. Rien. Non mais attends. Alors c'est ça l'esprit 2022 ? Podcast sur le vin, on fait passer les amateurs de vin pour des alcooliques. Je veux démocratiser le vin et en fait je rentre dans les pires lieux communs. Avec en plus des références de pré-boomers mille fois entendues. C'est ça l'esprit en fait. Essaye, je sais pas, de trouver un rapport au moins avec la thématique du jour. Là c'est quoi le rapport avec le vin orange ? Avec le champagne ou avec le liquoreux ? Je me permets que je développe un peu. C'est pas le temps, monsieur. Fait la morale à tout le monde. Et alors? Non mais j'ai rien dit. Allez, envoie le générique. Bonjour à tous les vins intéressés, les vins conditionnels et les vins fatigables du vin, et bienvenue dans Vintelligible, le podcast de vulgarisation sur l'onologie et le monde du vin en général. Aujourd'hui, deuxième émission, on va finir notre thématique sur les familles et les styles de vin, l'essentiel des types de vins existants et à connaître. La dernière fois, on a vu les vins rouges et les vins blancs secs. Aujourd'hui, on va voir le reste, et croyez-moi, le programme est chargé. Avant de démarrer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont fait l'effort d'écouter le podcast, le liker, de s'abonner, de le partager et surtout de me faire un retour de ce que vous en avez pensé. On est quasiment aux portes des 100 vues, on est à 70, un peu plus, au moment précis où j'enregistre. Donc c'est déjà pas mal parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup de promotion en fait pour ce podcast-là. Moi, comme je vous l'ai dit dans le premier podcast et dans la vidéo de présentation, je démarre vraiment de zéro dans le monde du vin. J'ai pas spécialement de réseau ni de contact. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aidez ce podcast, vous allez sûrement m'aider, moi, dans ma future reconversion professionnelle. Donc dans tous les cas, sachez que vous ferez deux bonnes actions à la fois. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Puisqu'encore une fois, je le rappelle, on est parti pour une grosse cinquantaine, voire 100 émissions. Beaucoup de choses au programme. Donc continuez à me donner de la force pour qu'effectivement cette motivation-là ne se perde pas. Et voilà, 70-80 vues pour un premier podcast, c'est bien. Honnêtement, je pensais pas arriver à ce niveau-là, donc ça fait plaisir. Un grand merci à vous, dans tous les cas. Alors je me suis aperçu dans l'épisode précédent que j'avais oublié de vous définir ce que c'était l'élevage. L'élevage, c'est tout simplement dans quoi on va conserver le vin en attendant de le mettre en bouteille. Donc, soit cuve inox, soit barrique. Alors je m'excuse parce qu'en plus, j'ai souvent tendance à dire vieillir le vin, alors que je parle d'élevage, vieillit pas forcément vers un barrique. On le transforme, on lui ajoute des tanins, des arômes, mais c'est que le terme vieillir, c'est plutôt un vin qu'on va garder chez soi pour l'ouvrir à une occasion ultérieure, on va dire. Voilà, cette petite erreur étant réparée, on commence avec la famille des vins moelleux et liquoreux qui font évidemment partie de la famille des vins blancs, et dont la principale particularité, ça va être un taux de concentration de sucre plus élevé qu'un vin blanc tranquille. Les principales régions de production de ces vins-là, évidemment le Bordelais, le Sud-Ouest et l'Alsace. Alors la subdivision en termes de contenance de sucre dans le vin, donc les vins moelleux, eux, sont caractérisés par une concentration de sucre qui est entre 12 et 45 grammes par litre de vin. Les liquoreux, eux, c'est au-delà de 45 grammes par litre, et puis ça peut monter jusqu'à 200, je crois, ou quelque chose comme ça. La couleur, elle, ça va être doré pour les vins jeunes, ça va tirer vers l'ambré et le cuivré pour les vins plus vieux. La température de service, très fraîche, elle, c'est entre 8 et 10 degrés. Le potentiel de garde, en principe, c'est entre 6 et 10 ans, mais bien plus, évidemment, pour les sauternes, qui est le grand nom de cette famille de vins. Les arômes principaux, on va retrouver les fruits à noyaux, donc abricots, pêche, mirabelle, des notions de fruits confits, évidemment la famille d'agrumes est bien présente, les fruits tropicaux, les fruits secs, les épices, notamment la notion de vanille, des saveurs de beurre, de miel, des notes grillées, des arômes d'acacia, de fleurs d'oranger, d'un blanc qui est très aromatique, très riche. Bon, après, pour ce qui est les moelleux liquoreux, il faut quand même se rappeler qu'en France, il n'y en a pas non plus 50 000, on peut s'amuser à les lister, donc en tout cas les principaux. Il y a évidemment le Sauterne, le Loupiac, le Barsac, le Montbazillac, le Jurançon, les Coteaux du Layon, le Quart de Chaume. Certains Vouvray font partie des moelleux liquoreux, certains Alsace aussi, notamment les cépages Gewürztraminer, Pinot Gris, Riesling et Muscat. Ce sont évidemment des vins de garde, je viens de le dire, parce qu'il n'y a pas que les tanins qui conservent, il y a aussi les sucres résiduels, et c'est pour ça que globalement, une bouteille de vin liquoreux, ce sont les bouteilles qui, une fois ouvertes, se conservent le mieux, et parce qu'il y a du sucre dedans, tout simplement. Alors il faut savoir pour les vins moelleux et liquoreux qu'il y a des techniques bien spécifiques, certains bien aidés par la nature bien évidemment, pour concentrer le sucre dans les grappes avant même les vendanges. Ça peut être de laisser tout simplement les grappes, ce qu'on va appeler surmaturer, c'est-à-dire qu'on va les cueillir beaucoup plus tard que ce qu'on cueillerait des grappes pour des vins blancs classiques. On peut choisir aussi de les récolter et de les laisser sécher avant de les presser, c'est ce qui donne le vin de paille notamment. On peut choisir de faire ce qu'on appelle les vendanges tardives, on peut même aller jusqu'au vin de glace, laisser les grappes gelées. Et pour ce qui est du Sauterne et du Loupiac et le Barsac, mais ça peut être aussi le cas dans le Jurançon, en Alsace, etc. Mais vous savez que dans les cépages bordelais, on est quasiment sûr en fait que la pourriture noble, qui dans le nom scientifique est le Botrytis cinerea, va se développer quasiment chaque année.
notamment à l'automne. C'est un champignon en fait qui a pour principal effet de se nourrir de l'eau en fait des grappes de raisin et donc de concentrer le sucre à l'intérieur. La notion d'équilibre pour les vins moelleux et liquoreux, elle va se baser autour de 3 notions que sont l'acidité, l'alcool, comme pour les vins blancs classiques j'ai envie de dire, mais en plus va se rajouter la notion de moelleux, la sensation sucrée en fait, qui effectivement est plus prononcée dans ces vins-là. On passe aux vins effervescents maintenant, donc toujours des vins blancs. Hein. Les principales régions de production évidemment, c'est en Champagne pour le champagne et c'est un peu partout en France pour les créments. En termes de style, la classification, ça va être soit des champagnes, soit des créments bien évidemment. Les mentions brutes, secs, doux, etc. ça va indiquer la quantité de sucre ajouté. Je vais vous expliquer après pourquoi et comment on fait un champagne. La couleur, ça va être jaune paille adoré. La température de service entre 8 et 10 degrés, bien frais. Le potentiel de garde, globalement c'est d'abord à l'année, mais ça peut se conserver on va dire jusqu'à 3 ans, voire plus pour les bons millésimes. Les arômes principaux, ça va être des arômes de fruits blancs, d'agrumes, de cerises, de tilleul, de violettes, de pivoine, de foin, même de brioche, de cake, de beurre. Ah oui. Donc c'est quand même très expressif. Et les plus vieux, eux, vont évoluer vers des notes de pêche, de miel et d'épices. Alors maintenant, il faut qu'on parle aussi de la vinification. Il faut savoir qu'il y a 3 méthodes de vinification pour le champagne et les créments. Donc il y a la méthode qu'on appelle traditionnelle. On va prendre tout simplement un vin blanc sec auquel on va rajouter du sucre et des levures, ce qui va produire évidemment du gaz. Et puis plus tard, on va remuer et dégorger ces bouteilles-là pour enlever l'excédent, les levures mortes. Donc finalement, il y aura une double fermentation. On a aussi la méthode dite ancestrale, qu'on utilise notamment à Gaillac, à Limoux et à Die, la fameuse clairette de Die. Alors là, tout simplement, on va mettre en bouteille un vin blanc dont le sucre n'a pas fini de fermenter. Donc c'est une méthode qui est évidemment plus naturelle, mais qui est moins fiable, je crois. Ensuite, en Italie, eux, ils utilisent la méthode qu'on appelle de la cuve close. C'est-à-dire que tout simplement, la fermentation va se faire dans une cuve fermée et on va mettre en bouteille ensuite le vin sous pression. Évidemment, il y a encore d'autres méthodes qui existent, mais on va pas rentrer dans le détail. Alors là, on a parlé des effervescents qui sont produits en Champagne, à Gaillac, à Limoux et à Die, mais il y a évidemment d'autres régions qui sont concernées. Hein. On a par exemple la Loire, la Bourgogne, l'Alsace, à Bordeaux, dans le Jura et dans le vignoble méconnu de Bugey. Alors évidemment, pour ce qui est des cépages utilisés dans le Champagne, on a le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier. C'est pour ça qu'on peut avoir effectivement des champagnes plus ou moins colorés. D'ailleurs, le champagne peut être rosé, histoire de compliquer la tâche, bien évidemment. Et ça paraît logique parce qu'au final, on a un assemblage entre 2 cépages rouges et un cépage blanc. Les autres cépages utilisés pour les créments, ça va être le Riesling, le Chenin, le Muscat et le Mauzac. Et on va avoir aussi une classification en fonction du niveau d'effervescence. Alors on va voir les vins perlants, les vins pétillants, puis les vins mousseux. Allez, on passe rapidement au mal aimé vin rosé. C'est de la merde. Quoi? C'est ça votre spécialiste? Bon, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Les principales régions de production en France, évidemment, c'est la Provence et la Corse, et c'est même leur spécialité, surtout en Provence. Pour les styles de vin rosé, on va toujours retrouver le nord de la France pour les rosés légers, notamment la Loire. Viennent ensuite les rosés fruités, qu'on va retrouver dans tout le sud de la France. Pour ce qui est de la couleur, ça peut aller du gris ou du quasiment transparent à la couleur saumon orangé. La température de service, c'est entre 8 degrés et 12 degrés. Pour ce qui est du potentiel de garde, globalement, le rosé s'élabore dans l'année d'acquisition. Pour ce qui est des arômes principaux, on retrouve toute la famille des fruits rouges. Alors j'ai mis fruits verts, mais je voulais dire les fruits blancs en fait. Hein. C'est un vin qui est très floral. On peut aussi avoir des notions de poivron, notamment pour les rosés issus du Cabernet. Pour les plus expressifs, on va retrouver des arômes d'abricot, de pêche, d'agrumes, de fruits exotiques et même de notes de poivre. Évidemment, les rosés légers vont avoir une robe qui est globalement assez pâle. Ça va être des rosés bien minéraux. Les cépages globalement utilisés pour les vins rosés, ça va être le Grenache, le Cinsault et la Syrah. C'est les plus courants. Alors on passe ensuite aux vins doux et aux vins de liqueur. Les principales régions de production de ces vins-là, en France en tout cas, c'est le Languedoc-Roussillon pour les vins doux. Ailleurs en Europe, on va surtout retrouver l'Espagne, le Portugal et la Grèce. L'Espagne avec Malaga, le vin de Xérès, le vin de Madère. Portugal évidemment avec le Porto. Pour ce qui est des vins de liqueur, en tout cas en France, on va les retrouver essentiellement dans les Charentes, en Gascogne et dans le Jura. Pour ce qui est des 2 styles de cette famille-là, évidemment, il y a le vin doux naturel. Hein. Tout simplement, il va avoir un mutage, je vais vous expliquer ensuite en quoi ça consiste, pendant la fermentation pour les vins doux, tandis que les vins de liqueur, eux, le mutage, il va se passer avant la fermentation. Pour ce qui est de la couleur, là on parle uniquement des vins doux naturels, parce que sinon après c'est trop compliqué, et on verra ça encore une fois plus tard. Ça va être une couleur dorée, pâle, jusqu'à des nuances d'ambré pour ce qui est des cépages blancs, et ça va être une couleur cuivrée à noir pour les cépages rouges. Les températures de service, ça va être autour de 8 degrés pour les blancs, entre 14 et 15 degrés pour les rouges. Le potentiel de garde, c'est 5 à 10 ans pour les blancs, et de 10 à 20
même temps pour les rouges. Alors les arômes principaux, évidemment, ça reste très vague parce que, vous allez voir, il y a beaucoup de vins doux, l'air de rien. Surtout si on intègre les vins espagnols et portugais dans l'équation. Ça va être le miel, l'acacia, des arômes d'agrumes, de melon pour les blancs. Tandis que pour les vins doux rouges, on va retrouver des notions de café, de cacao, de pruneaux, d'épices et de cuir. Donc on revient vite fait sur le mutage. Le mutage, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement l'ajout d'une liqueur pour stopper la fermentation. Donc ça, c'est pour les vins doux naturels. En France, on va retrouver ça à Rivesaltes et à Frontignan. Ça, c'est pour les cépages blancs. Pour les cépages rouges, on va retrouver ça aussi à Rivesaltes, à Maury, à Rasteau et à Banyuls. Alors ce mutage, lui, il va avoir pour effet d'augmenter évidemment le taux d'alcool. Et il va avoir aussi un effet de conservation des sucres résiduels. Alors cet alcool, cette liqueur rajoutée, elle doit être neutre. Et les 4 cépages autorisés pour le vin doux naturel, ça va être le macabeu, le muscat, la malvoisie et le grenache. Alors le vin de liqueur, lui, son mutage, il va se passer avant même que son mou ne fermente, et ça va être fait avec de l'eau de vie de vin. Bon, c'est du brandy en fait. Et on considère que 100% de son alcool est issu de son mutage, à la différence du vin doux naturel. Mais pour faire très simple, on va dire que le vin doux naturel, c'est sur certains cépages autorisés, tandis que le vin de liqueur, c'est un peu plus large. Le vin de liqueur en France, ça aussi s'appelait le Mistel, et encore une fois, ça va concerner le Pinot des Charentes, le Flot de Gascogne et le Macvin du Jura. Alors pour ce qui est des vins doux naturels, il y a 2 méthodes d'élevage différentes. Soit effectivement, on élève ces vins-là au contact de l'air, qui va donner globalement des arômes qui vont être plus évolués, plus rapidement surtout, ou tout simplement sans oxydation. Et enfin, on termine avec ce que j'ai appelé les BCNI, les bouteilles colorées non identifiées, ce globalement, ça concerne des vins qui sont de couleur, on va dire, atypique pour du vin. Ça va être les vins oranges, les vins bleus, les vins gris, les vins jaunes, et j'ai oublié les vins verts d'ailleurs, du Portugal, mais aussi les vins de paille, les vins de glace, les vins nature. Alors, on va pas rentrer du tout dans les détails parce que ce podcast est largement trop long, on verra ça dans un podcast à venir. Il faut savoir qu'ici, tout simplement, c'est une histoire de vinification. Il faut surtout retenir que voilà, le jus de raisin, c'est blanc ou rosé à la base. Si on ajoute certaines choses ou si on laisse macérer d'une certaine manière, ça va avoir des colorations différentes. Mais en tout cas, c'est une famille qui englobe, on va dire, une dizaine de vins, donc c'est quand même intéressant de voir ce que c'est aussi. Surtout que c'est pas mal à la mode en ce moment, notamment le vin orange qui revient dans le Languedoc avec Gérard Bertrand, mais aussi d'autres personnes. On reverra bien évidemment tous ces types de vins, notamment au travers de leur vinification propre, dans de futurs podcasts. Là vraiment, les premiers podcasts, ça va être des généralités dédiées vraiment aux novices. Et puis plus on va aller dans le temps, et plus évidemment on va se consacrer aux spécifiques, tout ce qui est technique et pointu. Et bien voilà, c'est tout pour cette émission. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez qu'il perdure dans le temps, n'oubliez évidemment pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater des futures émissions, de commenter. Je rappelle que ce podcast n'est qu'à ses débuts, donc n'hésitez pas à me faire un retour, qu'il soit positif ou négatif, je prends tous les avis. Mais aussi de partager, d'en parler autour de vous. Ça va vous demander peu de temps, mais moi ça va beaucoup m'aider. Vous pouvez évidemment me suivre sur Instagram, où je vous partage encore une fois mon quotidien d'amateur de vin. Le lien est dans la description. Là, la thématique de cet automne et cet hiver, je vous l'annonce, ça va être vraiment vin de Loire, vin de Bourgogne et Beaujolais, puisque c'est des vignobles, on va dire, que j'ai un petit peu laissé de côté. J'ai commencé en tout cas, moi, ma découverte des vins, qu'ils soient rouges ou blancs, par la Bourgogne et par les vins de Loire, et c'est vrai que c'est pas des vins qui me parlaient beaucoup. Donc là, je suis en train de redécouvrir totalement ça, avec un œil neuf. Je trouve qu'il y a quand même un certain intérêt que j'avais pas forcément mesuré jusqu'à présent, et on va continuer comme ça, jusqu'au Beaujolais, qui est un petit peu mon némésis, on peut le dire en termes de vin, mais voilà, les gens qui connaissent un petit peu le vin savent qu'un palais, ça séduit, que ça évolue, donc pourquoi pas, après tout, retenter ça après plusieurs années, ce qui, moi, me permet un petit peu de sortir du Languedoc et du Sud-Est, avec le Rhône, c'est plutôt mes terroirs, on va dire, de prédilection. Vous retrouverez aussi sur Instagram les visuels que je vous propose pour ce podcast. Et justement, en parlant de terroir, on va s'ouvrir une petite bouteille de blanc. Là, c'est le Roc blanc de la famille Cap de Pont, donc un chardonnay fait à Limoux, en AOC. Alors, on connaît évidemment la blanquette de Limoux, le crément de Limoux, mais j'ai appris, et j'ai profité d'ailleurs de la dernière foire des vins d'automne, pour acheter donc ce blanc tranquille. Ça va devenir une tradition, je pense, d'ouvrir une bouteille à chaque podcast. Donc là, c'est millésime 2019. Alors, c'est vrai qu'habituellement, j'aime beaucoup les blancs qui sont faits dans l'Hérault et dans le Gard, mais là, on est en dessous de Carcassonne, en dessous de Minervois, en fait, et j'ai hâte de savoir, en fait, ce que ça va donner un petit chardonnay du Sud. Oh, le putain! Cette émission touche à sa fin, je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique, sur le vin bien évidemment, pour devenir vin collab sur le sujet, et surtout stimuler votre intellect. Adieu! Est-ce que tu sais où je vais lui mettre Harry Potter sa bouteille de rosé pamplemousse? Est-ce que tu le sais? Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit.